Ondelatte raconte. Christophe Ondelatte. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est le cas typique de l'histoire qu'on croit connaître, mais qu'en général on est absolument incapable de raconter. Le scandale du Watergate qui éclate en 1972 aux États-Unis et qui conduit 2 ans plus tard à la démission du président des États-Unis, Richard Nixon. On y fait beaucoup référence ces temps-ci au scandale du Watergate quand on parle par exemple de Donald Trump et de ses étranges contacts avec la Russie pendant la dernière campagne électorale américaine. Est-ce que ça n'est pas, dit-on, un nouveau Watergate? On parlera de tout cela tout à l'heure avec mon invité que je salue. Bonjour André Caspi. Bonjour. Vous êtes historien, spécialiste des États-Unis. Vous avez écrit surtout un livre de référence sur le Watergate qui s'appelle le Watergate, la démocratie américaine à l'épreuve, qui a été publié aux éditions Complexes. Je vous demande de me pardonner par avance parce que vous le savez, vous, c'est une affaire extrêmement complexe. J'ai parfois dû passer par des raccourcis pour la raconter, mais grâce à vous, André Caspi, nous comblerons les vides tout à l'heure. Voici donc l'affaire du Watergate, une histoire que j'ai écrite avec Cédric Lastenay, réalisation Céline Lebras. Europe 1, Christophe Ondelatte. Au cas où vous ne le sauriez pas, le Watergate, c'est d'abord le nom d'un building de Washington, posé sur le bord du fleuve Potomac, un grand complexe immobilier tout en rondeur, emblématique de l'architecture des années 60. Un hôtel, 600 logements et 2 immeubles de bureaux qui hébergent entre autres le quartier général du Parti démocrate. C'est ce qui va se passer maintenant dans ce bâtiment qui va donner son nom à toute cette affaire, le scandale du Watergate. Nous sommes le 17 juin 1972, à 6 mois de l'élection présidentielle au cours de laquelle le président sortant, le républicain Richard Nixon, va remettre son mandat en jeu face au démocrate McGovern. Il est 1h du matin. Et comme tous les soirs, le gardien du Watergate fait sa ronde. Et dans un parking, il voit que la porte qui mène aux étages est ouverte. Il la ferme en pestant contre les femmes de ménage qui ont oublié de la refermer. Et puis il repasse un peu plus tard et la porte est encore ouverte. Et là il se dit, il y a un problème. D'autant que la serrure a été forcée. Alors il appelle la police. Oui, bonsoir. Ici la sécurité du Watergate. Dites-moi, je pense qu'il y a des cambrioleurs dans le bâtiment. Hein. Vous pourriez venir ? Les policiers déboulent quelques minutes plus tard, armes au poing. Et ils inspectent le bâtiment, étage par étage. Et au 5e étage, l'étage qui héberge le siège de campagne du Parti démocrate, il tombe sur 5 types. 5 types qui portent tous des gants en caoutchouc. Vous ne bougez pas! Les mains en l'air! Ce qui est bizarre, c'est l'équipement de ces 5 lascars. Comme ça, ils ressemblent à des cambrioleurs, mais alors, pourquoi est-ce qu'ils ont des appareils photo ? Des talkie-walkie, des bombes de gaz lacrymogène et surtout du matériel d'espionnage, des micro-espions. Qu'est-ce que c'est que ce sac de nœuds ? Tous les 5 sont conduits sur le champ au poste de police du 2e district. Le lendemain vers 9h, le rédacteur en chef du Washington Post appelle l'un de ses jeunes reporters, Bob Woodward. Dis donc, Bob, je voudrais que tu te mettes sur cette affaire de cambriolage, là, cette nuit, au Watergate, à l'étage des démocrates, en pleine campagne. Rencarde-toi là-dessus. Bob, 29 ans, est un bleu au Washington Post. Il est là depuis 1 an. Avant, il était dans la Navy, la marine. Ça ne lui a pas plu, alors il s'est reconverti dans le journalisme. Et depuis 9 mois, il s'occupe des affaires de police. Donc c'est logique, cette histoire de cambriolage est pour lui. Et là, le jeune Bob apprend que les 5 cambrioleurs vont être présentés à un juge. Alors il va au tribunal. Aux États-Unis, c'est public. Et Bob est là quand les 5 types entrent dans la salle d'audience. Nerveux. Et à un moment, le juge se tourne vers celui qui a l'air d'être le leader de la bande, un certain James McCord. « Monsieur, quelle est votre profession ?»« Conseiller en sécurité. »
Où ça? Parlez plus fort. Je viens de lâcher un job dans le public. Ah bon? Où ça dans le public, monsieur? À la CIA. Le jeune Bob Woodward n'en revient pas. L'un des cambrioleurs a travaillé à la CIA et il traînait en pleine nuit près du siège du Parti démocrate. Cette histoire de cambriolage est plus intéressante que prévu. Et du coup, le Washington Post décide de mettre d'entrée 8 journalistes sur cette affaire de cambriolage. C'est beaucoup, mais il y a une raison à ça. Ce matin, la grande agence américaine Associated Press a révélé que ce James McCord, qui a dit au juge qu'il avait travaillé pour la CIA, est aujourd'hui salarié de la campagne de Nixon. Incroyable! Donc, ça sent l'embrouille, ça sent le coup fourré, ça sent la manœuvre du Parti républicain pour essayer de piéger la campagne des démocrates. Ça mérite donc 8 journalistes. Dans cette enquête qui débute, le jeune Bob Woodward va travailler en duo avec un collègue plus expérimenté, Carl Bernstein, 9 ans de métier. Tous les deux sont divorcés, sans femme, sans enfants. Ils sont libres de se consacrer à plein temps à leur enquête. Et à ce James McCord, par exemple. A priori, un type sans histoire, droit dans ses bottes, jamais de vagues. Bon. Et c'est là que notre duo apprend, par un coup de fil d'un autre journaliste du Poste, que la police a fait une drôle de découverte après le cambriolage. J'ai appris que l'un des cambrioleurs, au moment de l'arrestation, avait dans sa poche les clés d'une chambre d'hôtel. Alors les flics ont fouillé la piole. Tu sais pas ce qu'ils ont trouvé? Non. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Un carnet. Et qu'est-ce qu'il y avait dans ce carnet? Une liste de noms, figure-toi, avec des numéros et notamment le nom d'un certain Howard Hunt, accolé à 2 lettres, WH. Tu veux dire WH comme White House? Maison Blanche? Waouh! C'est bon ça! Et donc le lendemain, Bob Woodward enchaîne les coups de fil. Et il active un vieux contact qui remonte au temps où il était dans la Navy, un certain Mark Felt, directeur adjoint du FBI. Pas mal. Il l'appelle. Allô? Mark? Bonjour, c'est Bob. Bob Woodward, vous vous souvenez? Dites donc, Mark, j'aimerais vous parler du cambriolage du Watergate. Oh là, j'aime pas que vous m'appeliez au bureau, hein. Tout ce que je peux vous dire, c'est que cette affaire va faire du bruit, mais je peux rien vous dire de plus. Et là, Mark Felt raccroche. Bon, alors si on en revenait au carnet et à ce nom collé aux lettres WH, Howard Hunt, qui c'est celui-là? Et là, le plus naturellement du monde, Bob appelle le standard de la Maison Blanche. On va voir. 456, 14, 14. Oui, bonjour. Pourrais-je parler à Howard Hunt, s'il vous plaît? Ah, il n'est pas dans son bureau, mais il est peut-être dans le bureau d'un conseiller spécial du président. Bingo! Cet Howard Hunt travaille bien à la Maison-Blanche, et pas au service du courrier, dans l'entourage immédiat du président. Intéressant. En fait, Bob découvre qu'il travaille pour une société de relations publiques. Alors il appelle sa boîte. Monsieur Hunt? Bonjour, Bob Woodward du Washington Post. Dites-moi, je vous appelle pour vous demander, pourquoi est-ce que votre nom figure dans des carnets qui appartiennent aux cambrioleurs du Watergate? Bon Dieu, aucun commentaire. Et là, Howard Hunt raccroche. Alors Bob appelle le patron de cette boîte de relations publiques. Et il apprend que Howard Hunt, avant, travaillait pour la CIA. Lui aussi. Ça commence à sentir très bon. D'autant que Hunt, et ça c'est le FBI qui le lui confirme, est considéré comme le boss de cette équipe de cambrioleurs poseurs de micro. Le boss, eh bien il vient tout droit de la CIA. Et il a ses entrées à la Maison Blanche. Elle est pas belle, celle-là? Et tout ça donne un premier article dont le titre est
un lien entre les poseurs de micro et un conseiller de la Maison-Blanche. Du coup, la Maison-Blanche est contrainte de réagir. L'accusation est grave. Elle minimise. C'est exagéré. C'est un cambriolage de seconde zone. La présidence a autre chose à faire que de commenter ce genre d'histoire. Circuler. Nothing to see. Sauf que les deux journalistes, Woodward et Bernstein, ne lâchent pas l'affaire pour autant. Et ils découvrent que l'un des cambrioleurs a encaissé des chèques juste avant d'être arrêté. Et d'où venaient ces chèques ? Eh bien, directement des caisses du comité de campagne du président Nixon. Ils ont été signés par l'un des cadres de la campagne. Oui, monsieur, énorme. Ils ont payé leurs hommes de main avec le carnet de chèques du comité de campagne du président des États-Unis. C'est hallucinant. Donc, si on se résume, dans cette bande de pieds nickelés qui s'apprêtait à poser des micros au Parti démocrate, il y avait deux anciens de la CIA qui travaillent aujourd'hui tous les deux pour la campagne de Nixon, et un troisième larron qui a encaissé des chèques venant directement du comité de campagne du président. Qu'est-ce que ça suggère, ça, à 6 mois de l'élection présidentielle ? Eh bien que le coup tordu du Watergate a été monté par l'entourage de Richard Nixon. Avec leur micro, ils ont tenté de mettre les démocrates sur écoute. Ça mérite un nouvel article. Dans leur papier du 1er août 72, Carl Bernstein et Bob Woodward établissent un lien direct entre le cambriolage du Watergate et les fonds de campagne de Nixon. Ça commence à sentir très mauvais pour le président sortant. Je vous ai déjà parlé de Mark Felt, le directeur adjoint du FBI. Bob Woodward le connaît bien. Ça remonte à l'époque où il travaillait dans la Navy. La première fois que Bob lui a parlé de cette histoire, vous vous souvenez qu'il a raccroché direct. Genre, t'es fou, on parle pas de ça au téléphone. Donc Bob essaye de le recontacter. Mais l'autre fait le mort. Alors il va le voir chez lui, en Virginie. Et là, il trouve un homme stressé, nerveux, et pas mécontent que les deux journalistes aient découvert la connexion entre la campagne Nixon et les pseudo-cambrioleurs. Felt a l'air d'avoir avalé une couleuvre un peu indigeste. Il veut que cette histoire sorte, alors que la Maison-Blanche cherche plutôt à l'étouffer. Donc, il veut bien collaborer avec les deux journalistes. Mais attention, pas de rencontre au grand jour, pas de coup de fil. Si on veut se voir, on s'envoie des signaux discrets. Ok ? Voilà ce qui est convenu. Bob veut voir Felt, il déplace un pot de fleurs sur son balcon. Felt veut voir Bob, il vient faire un dessin sur la page 20 de son exemplaire quotidien du New York Times, une petite horloge, les aiguilles donnant l'heure du rendez-vous. Ils conviennent tous les deux de se voir le soir dans un parking souterrain. C'est un événement considérable. Le directeur adjoint du FBI devient l'informateur privilégié du Washington Post dans une affaire qui met en cause le président des États-Unis. Même si Felt annonce d'entrée qu'il ne balancera rien qui vienne de l'enquête du FBI. Il les guidera, c'est tout. Et il confirmera des choses. Les deux hommes ont aussi convenu qu'au Washington Post, personne d'autre que Woodward ne saura qui est l'informateur. Personne. Et c'est là qu'on lui trouve un petit nom. Deep Throat, gorge profonde. Ça fait marrer tout le monde parce qu'à l'époque, c'est le nom d'un film à l'affiche dans les cinémas porno. Les informations livrées par Gorge Profonde à 3 mois du scrutin, et Nixon est le grand favori. Aux États-Unis, si les Américains désignaient aujourd'hui un successeur au président actuel, ce serait M. Richard Nixon. 57% d'entre eux marquent leur préférence pour M. Nixon. M. McGovern semble perdre du terrain. Et le plébiscite de Richard Nixon, hier à Miami par ses amis républicains, le place incontestablement sur les rails de la victoire. La campagne continue, mais l'enquête du FBI se poursuit.
Le 15 septembre, les membres du commando du Watergate et Howard Hunt, l'homme du carnet, sont tous inculpés. Mais ça ne va pas au-dessus. Ça ne va pas jusqu'à l'entourage immédiat de Nixon. Les 2 journalistes du Washington Post ont donc encore du boulot pour que dans cette affaire, on ne fasse pas payer les lampistes. Et là, ils vont faire 2 découvertes. Il existe une caisse noire dans le comité de campagne de Nixon, dont l'objectif est de nuire aux démocrates. Et deuxième info, c'est l'ancien ministre de la Justice de Nixon, John Mitchell, devenu président du comité de soutien, qui gère cette caisse noire. L'ancien ministre de la Justice. On se rapproche de Nixon. Et donc, Bob Woodward déplace un pot de fleurs sur son balcon, il veut parler à Felt. Et ils se retrouvent tous les 2 dans le parking souterrain. Felt est là, tirant sur sa cigarette, il a l'air épuisé. Mais il confirme le rôle de l'ex-ministre de la Justice. Ouais, c'est vrai. Mitchell est impliqué. Et je peux vous dire aussi que le conseiller pour les affaires intérieures de la présidence est impliqué lui aussi. C'est lui qui a ordonné à Howard Hunt de quitter la ville récemment. Mais alors, est-ce que la Maison-Blanche est vraiment derrière tout ça? Mais bien sûr qu'elle est derrière tout ça. Faites un effort pour comprendre ce que je vous dis. Gorge Profonde raconte ensuite qu'il y a au moins 50 saboteurs, 50 espions dans l'équipe de Nixon, chargés depuis le début de la campagne de piéger les démocrates. Et il ajoute une information capitale. Le ministère de la Justice sait tout ça. Et le FBI aussi. Ce soir-là, les 2 hommes passent toute la nuit assis dans ce parking à parler. Ils se quittent à 6 heures du matin. Bob Woodward et Carl Bernstein ont maintenant suffisamment de matière pour un nouvel article. Dans son livre sur Gorge Profonde, Bob écrira plus tard. À présent, nous avions peut-être notre histoire la plus importante. Les agents du FBI ont établi que l'incident des micros du Watergate est lié à une campagne massive de sabotage et d'espionnage politique pour permettre un second mandat de Nixon. Elle est conduite directement par des employés de la Maison-Blanche et du comité pour la réélection du président. Mais malgré cet article, pourtant très explicite sur l'implication de Nixon dans le scandale, le président sortant est réélu triomphalement aux élections de novembre 72. Si tout le monde s'attendait à la réélection du président Nixon, peu nombreux sont ceux qui auraient parié avec certitude que M. Nixon remporterait 61% des voix contre 38 qui sont allés à McGovern. De plus, le président Nixon a remporté les élections dans 49 des 50 États que comptent les États-Unis. C'est un triomphe. Nixon est réélu, mais l'affaire ne s'arrête pas là. Mais là encore, ça n'arrête pas l'enquête des 2 journalistes du Washington Post, Bob Woodward et Carl Bernstein. Même si, surtout depuis la réélection de Nixon, ils en prennent plein la figure. On les accuse d'assassinat politique, les républicains disent qu'ils font du journalisme de Camelot. N'empêche que mi-janvier 1973, le Sénat, que Nixon ne contrôle pas puisqu'il est à majorité démocrate, crée une commission d'enquête parlementaire sur les abus commis par les républicains pendant la campagne électorale. Et pendant ce temps-là, le procès des faux cambrioleurs a commencé. Et en plein procès, l'un des poseurs de micro lâche la Maison-Blanche. Il écrit au juge pour dire qu'il a menti sur pression de la présidence des États-Unis. Et à la fin du procès, les membres du commando sont condamnés à des peines de 20 à 4 ans de prison, mais le juge leur explique que ces peines ne sont pas définitives. S'ils parlent, s'ils balancent, alors les peines seront adoucies. Vers la mi-mai 1973, Bob Woodward prend un dernier rendez-vous avec Felt. Un soir à 23h, dans le parking. Il le trouve dans un sale état. Et pour cause, Felt lui annonce
qu'il arrête, qu'il prend sa retraite, qu'à partir de maintenant, tout le monde est en danger de mort, que la CIA surveille tout le monde. Voilà. Vous savez tout de la situation. Je dois vous laisser ici. Soyez prudent, Bob. Soyez prudent. Au mois de mai 1973, Nixon est contraint de s'expliquer publiquement. La gorge serrée, les larmes aux yeux, l'un des chefs d'État les plus puissants dans le monde, le président américain Richard Nixon, a plaidé non coupable devant plusieurs centaines de millions de téléspectateurs. C'était la nuit dernière aux États-Unis où le caractère, disons insolite, de l'allocution de M. Nixon n'a échappé à personne. Et il a semblé ne rien dissimuler, qualifiant l'espionnage politique du Watergate d'action illégale et insensée. On pourrait résumer en disant que le président américain a plaidé coupable par ignorance ou par manque de vigilance. Maintenant, Bob Woodward et Carl Bernstein s'attellent à l'écriture d'un livre sur l'affaire. Les articles, c'est bien, mais un livre, ça ramasse toutes les infos. Alors pendant 6 semaines, ils s'enferment en Floride dans un ranch. Bob écrit dedans, Carl près de la piscine. Ils écrivent au rythme de 10 pages par jour. Et à la fin, ça donne un pavé de 500 pages qui raconte toute l'histoire, tout ce qu'ils ont appris depuis le début. L'idéal, bien sûr, serait de citer le nom de leurs différentes sources. Certains acceptent, mais pas Mark Felt. Ah non, Bob, hein, il en est hors de question. Mais comment est-ce que tu peux même envisager une seule seconde que j'accepte? Donc, dans le livre, Felt restera Deep Throat, gorge profonde. Le duo rend son manuscrit fin 1973. Le livre s'appellera All the President's Men. En français, Les fous du président. Mais ce qui va couler Nixon, c'est un enregistrement rendu public le 5 août 1974. Dans lequel on entend très clairement le président autoriser la CIA à intervenir auprès du FBI pour enterrer l'affaire. La position de Nixon devient intenable et 3 jours plus tard, il jette l'éponge dans une allocution télévisée. Les intérêts de la nation doivent passer avant toute considération personnelle. D'après les discussions que j'ai eues avec les dirigeants du Congrès, j'en suis arrivé à la conclusion qu'en raison du Watergate, je n'aurais peut-être pas l'appui du Congrès que je jugerais nécessaire pour soutenir les décisions très difficiles à prendre et remplir les fonctions de président telles que les intérêts de la nation l'exigent. Continuer à me battre pendant les mois à venir pour ma défense personnelle absorberait presque totalement le temps et l'attention du président et du Congrès à une époque où nous devrions nous concentrer sur les grandes questions de paix à l'étranger et de prospérité de notre pays. Par conséquent, je démissionnerai de la présidence demain à midi. Europe 1, On de Latte raconte. Je vous ai donc raconté aujourd'hui le scandale du Watergate et j'en profite pour vous le dire, ce récit est disponible en podcast et en replay, pardon d'utiliser 2 anglicismes, mais ma foi si je le fais pas aujourd'hui, je ne le fais jamais. Je suis avec André Caspi qui est un historien des États-Unis qui a écrit, vous avez écrit sur l'affaire du Watergate, La démocratie américaine à l'épreuve, aux éditions Complexes. Pourquoi est-ce que Nixon et son entourage se lancent dans cette barbouzerie alors qu'au fond Nixon est le grand favori de ces élections? Il a en face de lui McGovern. On sait d'entrée que Nixon va gagner. Pourquoi il s'égare là-dedans? Oui, on sait que Nixon va gagner, mais il ne faut pas oublier que Nixon, c'est le mal-aimé de la politique américaine. C'est un homme qui a commencé sa carrière juste à la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire en 1945-1946, en exprimant ses opinions anticommunistes, assez proches finalement du macartisme. Il a été choisi par Eisenhower en 1952 pour être le vice-président. Il a été 8 ans. Il est resté 8 ans. Il pensait que de la vice-présidence, il accéderait tout naturellement à la Maison-Blanche et il a été battu
par John Kennedy. Alors battu de peu, mais battu quand même. Ce qui veut donc dire que il a cru à partir de ce moment-là que les Américains ne l'accepteraient jamais. Ça n'a pas empêché dans les années 60 de reprendre sa campagne et finalement d'être élu pour de bon cette fois-ci à la présidence en 1968. Et comme vous le rappelez, en 1972, ses chances d'être réélu sont très grandes. Alors, il pense que tous ceux qui mènent le combat contre la guerre du Vietnam, oui. Tous ceux qui pensent que Nixon, c'est en somme l'incarnation du mal, sont rassemblés pour le battre, pour le chasser, pour lui faire du mal. Parano, quoi, c'est-à-dire que il a besoin en somme de se rassurer, et pour se rassurer, il faut qu'il puisse en somme entrer dans l'esprit de ses adversaires. Vous savez, il y a chez Nixon quelque chose qui ressemble un peu à une tragédie de Racine, sans les vers. C'est-à-dire une tragédie de Racine avec toute la complexité du caractère, avec cette difficulté à comprendre même le caractère de Nixon, alors que son adversaire, George McGovern, qui a été choisi par les démocrates, est beaucoup trop à gauche pour l'électorat américain. Donc, on sait que McGovern ne réussira pas à avoir la majorité. Et Nixon le sait. Mais il veut malgré tout coincer ses adversaires et ne pas se retrouver en 1972 dans la même situation qu'en 1960 quand il a été battu par Kennedy. Alors le Washington Post va jouer un rôle capital dans cette affaire. Quoi qu'à votre avis, est-ce que l'affaire serait sortie sans Woodward et Bernstein ? Écoutez, c'est tout à fait normal que ce soit le Washington Post qui mène l'enquête. D'abord parce que c'est un journal de Washington. Oui. Comme son nom l'indique. Et du fait que ça se passe à Washington, du fait que ça implique le Parti démocrate, un peu plus tard... Le Washington Post est plutôt démocrate. Oui, le Washington carrément est démocrate, oui, bien sûr. Oui. Mais vous savez, un journal américain, surtout à cette époque, n'exprime pas ses opinions politiques. C'est-à-dire qu'il ne les exprime que dans ce qu'on appelle l'éditorial. Le reste est constitué par des informations. Alors, c'est une affaire en or pour le Washington Post. C'est une manière, en somme, de faire parler du journal, de montrer que le journal mène des enquêtes extrêmement sérieuses, d'autant plus que ces enquêtes-là sont reprises par la télévision, et quand on dit la télévision aux États-Unis, ça veut dire les télévisions. Déjà en 72. Bien sûr. Oui, parce que nous, on est toujours à une chaîne à cette époque-là. D'accord, mais à cette époque-là, les États-Unis ont largement dépassé la chaîne unique. Oui. Donc, les télévisions et les journaux, parce que le New York Times va reprendre ces informations-là. Alors, ça ne veut pas dire que tous les journaux américains s'inspirent du Washington Post, mais ça veut dire que malgré tout, le Washington Post prend la figure de leader. C'est le leader de l'information. C'est lui qui livre, en somme, les informations les plus importantes. Mais alors pourquoi est-ce que Nixon n'est pas plus affecté que cela et qu'il est finalement réélu? C'est-à-dire que la campagne d'information menée par le Washington Post, reprise par les confrères de New York et les chaînes de télévision, n'affecte pas les Américains. Remarquez, ça me rappelle un petit peu ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire la campagne anti-Trump menée par les télévisions n'empêche pas la moitié des Américains de continuer à adhérer à Trump. Bien entendu. Alors, n'oubliez pas que la campagne électorale pour la présidence, c'est au cours de l'été 1972. C'est-à-dire que là, l'enquête commence. Oui. Elle prend de l'ampleur en 1973 et elle devient dramatique en 1974. Donc, Nixon a été élu au bon moment. Supposons que l'élection présidentielle ait eu lieu en 1973, là, on ne sait plus très bien s'il aurait été bénéficiaire. C'est très repris. Les informations du Washington Post sont très reprises. Très reprises. Donc, allez-y. Allez-y, parce que j'allais lancer une pause, donc si vous voulez finir une phrase, c'est le moment. Non, ce que je voulais dire, au fond, c'est que ce qui déclenche véritablement l'affaire, ça n'est même pas la campagne du journal. C'est ce qui va se passer devant le Sénat, c'est-à-dire la commission d'enquête, parce que là, la commission d'enquête tient des séances qui sont télévisées. En direct. Chaque jour, les Américains peuvent suivre. C'est un feuilleton. Et tout est sur la table. C'est un feuilleton, c'est-à-dire c'est merveilleux.
André Caspi, quel a été le rôle du FBI dans cette affaire? Parce que on pourrait imaginer que le FBI, à la demande de la Maison-Blanche ou sur suggestion de la CIA, enterre cette affaire. Mais enfin, il y a quand même un procès. On juge les 5 types qui font partie du commando du Watergate. Ils sont condamnés, je l'ai dit, à des peines qui vont de 4 à 20 années de prison. Donc il y a une sorte de double jeu du FBI? Je dirais que d'abord, le FBI n'est pas directement impliqué dans l'affaire du Watergate, c'est la CIA. Donc entre le FBI et la CIA, il arrive parfois qu'il y ait des tensions. On se tire la bourre. Et je ne serais pas étonné d'apprendre que le FBI n'est pas mécontent de juger, de gêner, d'enquêter sur la CIA. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le FBI a été très très longtemps dirigé par John Edgar Hoover, oui. De 1924 à 1972. Il vient de mourir quand intervient jusqu'au mois de mai. Le directeur, c'est Hoover. Et Hoover... 38 ans qu'il dirige le FBI. Et Hoover a fait des dossiers sur tout le monde. Ouais. Sur tout le monde. Y compris sur les présidents. Y compris sur Nixon. Il a des dossiers sur tout le monde. Alors, que sont devenus les dossiers de Hoover? On ne sait pas très bien. Mais ce qui est certain, c'est que le FBI a pris une indépendance qui peut en effet aboutir à la situation que vous évoquez, c'est-à-dire que il n'est pas forcément aux ordres du président. D'ailleurs, le directeur du FBI, une fois qu'il est nommé par le président avec l'accord du Sénat, le directeur du FBI est indépendant. Il mène son affaire comme il l'entend. Mais Mark Felt, alors, quelle est sa situation à l'intérieur du FBI? Parce que il va s'engager dans quelque chose de très hasardeux, qui est d'informer le Washington Post contre les intérêts du président. Il est hostile à Nixon. C'est-à-dire, il veut montrer en somme que l'administration Nixon est une administration qui ne respecte pas la loi, mafieuse, qui va à l'encontre de la Constitution des États-Unis. Donc, c'est sa conscience qui parle. Il n'est pas démocrate. Ça n'est pas politique. Non, mais il faut pas oublier non plus que juste avant l'affaire du Watergate, il y a eu l'affaire des papiers du Pentagone. Alors ça, c'est autre chose. C'est en 1971 où on a révélé, le New York Times d'abord et le Washington Post ensuite, car les deux journaux font un travail identique. Ils ont révélé les papiers secrets du Pentagone et en particulier l'implication des États-Unis au Vietnam. Et dans cette affaire-là, eh bien, de nouveau, on retrouve le souci de chaque agence fédérale de dégager sa responsabilité et de montrer qu'elle lave plus blanc que blanc. Et je crois que de ce point de vue-là, le FBI, au cours de l'affaire du Watergate, agit exactement dans cette direction. Il veut montrer, au fond, que lui n'est pas directement impliqué dans cette affaire de cambriolage. Et peut-être d'ailleurs, pourrait-on ajouter, que le FBI n'est pas mécontent que les gens de la CIA se soient fait prendre, étant entendu que lui, FBI, s'il avait envoyé des agents, ils auraient été plus astucieux. Il y a des tentatives d'étouffer l'enquête de la part de la Maison-Blanche? Alors, la Maison-Blanche aurait bien aimé étouffer l'affaire. C'est-à-dire que à partir du moment où elle passe devant les tribunaux, et à partir du moment où elle passe également devant le Congrès, il n'est plus possible d'étouffer l'affaire, c'est fini. Et puis, comprenez bien que tous ceux qui sont appelés à témoigner, ils ont peur. Parce que si ils ne disent pas la vérité et qu'on les convainc de parjure, comme on dit en franglais, c'est-à-dire de faux témoignages, eh bien à ce moment-là, ils vont être condamnés. Donc, chacun des témoins essaye de se mettre à couvert, se mettre à couvert, de telle sorte qu'on ne puisse pas l'accuser de parjure. Ce qui est la pire accusation aux États-Unis. Et n'oubliez pas que c'est l'un des membres de cet entourage qui révèle l'existence des enregistrements auxquels Nixon se livre. C'est-à-dire qu'il dit tout naturellement, je peux vous citer les choses, mais peut-être que je les connais pas bien assez, reportez-vous à l'enregistrement. Quel enregistrement? Il y a des enregistrements? Ben oui, bien sûr, il y a des enregistrements. J'enregistre tout le monde. Il y a des enregistrements que Nixon fait à l'insu de ses visiteurs, mais que les prédécesseurs de Nixon, que ce soit Johnson ou Kennedy, faisaient aussi, mais de manière beaucoup moins systématique. Donc, pourquoi Nixon fait-il des enregistrements? Parce qu'il prépare
la rédaction de ses mémoires et qu'il ne veut pas en somme que tel ou tel personnage puisse dire qu'il n'a pas dit ce qu'il a dit. Lui, il aura les preuves. Donc finalement, Nixon espionne tout le monde. Et c'est au fond cette révélation-là qui va déclencher la phase finale du Watergate. Merci beaucoup, André Caspi, de nous avoir accompagnés pour le débriefing de cette histoire du Watergate. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.